already started to close when on September 6, 1620, an aging, not particularly well provided with supplies. At least half of them were separatists, that is to say, radical Protestants who were religious exiles, who had been living in life in the Dutch Republic. They were That was at the 37th minute of the first half. So, we were just going to hold on. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Champion du monde. Pas les Bureaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Angleterre-États-Unis, le derby de Thanksgiving, une journée après la fête de Thanksgiving. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et regardons ce que je vous ai préparé. Donc en premier, nous verrons les compositions d'équipe, en deuxième, le petit point historique, en troisième, l'analyse avec le classement, etc. Ce sera sous forme chronologique. Et puis enfin, les tops et les flops. Allez, c'est parti les amis, perdons pas de temps. La composition des deux équipes, on commence par celle de l'équipe qui reçoit entre guillemets Jordan Pickford dans les cages, Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire et Kieran Trippier en défense, Declan Rice, Mason Moon et Jude Bellingham. Au milieu de terrain, les trois attaquants, la triplette Kane, Sterling, Saka. Pour les Américains, Matt Turner dans les cages, Sergio Dest, Walker Zimmerman, Anthony Robinson et Tim Ream en défense. Au milieu de terrain, Tyler Adams, Yunus Moussa et Weston McKennie. L'attaque, A.J. White, Christian Pulisic et le fils de George Weah, Tim Weah. Donc le fameux petit point historique, 2 rencontres seulement entre Américains et Anglais. Le premier, il y a 72 ans de cela, en Coupe du Monde. Oui, ça remonte il y a fort longtemps. Les États-Unis avaient une équipe semi-professionnelle, amateur comme vous voulez, face à des Anglais trop sûrs d'eux. L'exploit américain 1-0. À l'époque, ça ne va pas rajeunir certains, la victoire valait que 2 points au classement. Et puis la dernière fois, en 2010, un match nul, 1 but partout en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. L'analyse, c'est maintenant et c'est par ordre chronologique. Allez, c'est parti. Donc ce match à l'odeur de Thanksgiving va commencer sur des chapeaux de roue. Chacune des deux équipes veulent imposer leur jeu, mais vont pas y arriver. Des Anglais qui vont essayer de garder la maîtrise du ballon, mais les Américains veulent aussi ce ballon. On va aller chercher très haut les Anglais. On va presque être dans les 20-25 mètres anglais. Un énorme pressing. Voilà. Et c'est de même quand les Américains essayent d'avoir le ballon, les Anglais vont les chercher très haut aussi. Beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. On se dit qu'on va avoir un beau match pourvu que ça continue. Malheureusement, avec ces enjeux tactiques, etc., la première réelle occasion va intervenir à la 25e minute en faveur des Américains. Oui, quand on a un match comme ça, où il y a chacun qui veut imposer sa loi, c'est un peu compliqué d'avoir des occasions. Mais c'est aussi bien. Donc on se dit bien, avec une telle intensité après seulement 20-25 minutes, les deux équipes ne vont pas se tenir à ce rythme-là. Au moins une des deux va lâcher le morceau. Bon, ça va durer qu'il y a quelques minutes où c'est les Américains qui vont lâcher un peu le morceau, on va dire 25 jusqu'à la 35e. On va évoluer plutôt en attaque rapide. Bon, ça ne va pas durer trop longtemps, le temps d'avoir un deuxième souffle, comme on dit si bien. Donc sur cette première demi-heure, on va vouloir s'entêter à passer dans l'axe. Et c'est le même problème de chaque côté, que ce soit côté anglais et côté américain. Et on ne réfléchit pas à ce moment-là parce qu'il faut quand même passer sur les côtés. Si on voit qu'on ne passe pas dans l'axe, essayez les côtés. Ça sera un peu mieux en seconde période côté américain. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais voilà, bon, ça va durer que sur la première mi-temps. Voilà aussi pourquoi on aura très peu d'occasions en première mi-temps. Il y a un deuxième problème aussi côté anglais, c'est que les lignes ne sont pas assez resserrées. Donc, je veux bien qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut aller chercher très haut, etc. Mais quand on a des lignes pas assez resserrées, c'est que si on saute la première, après c'est la catastrophe derrière. Donc c'est un deuxième problème à régler côté anglais, qui ne sera pas réglé non plus en deuxième période, ça va être de pire en pire d'ailleurs. Donc voilà,
Voilà aussi pourquoi on n'a pas beaucoup d'occasions en première période, de part et d'autre. Donc pour justifier tous ces propos-là, surtout côté anglais, les difficultés anglaises, la petite stat qu'il faut savoir, c'est que les joueurs anglais qui touchent le plus de ballons en première période, et puis aussi dans le match tout court, ce sont les 4 défenseurs, les 2 latéraux, les 2 centraux et le numéro 6. Donc quand c'est ça, on voit qu'il y a un problème pour poser le jeu, etc. Il faut peut-être sauter une ligne aussi côté anglais quand on fait face à un énorme pressing comme ça. Ce que faisaient sur les Anglais il y a quelques temps en arrière, c'est la marque de fabrique. Et pour montrer aussi les réels problèmes que les Américains posent aux Anglais, je vais vous montrer un graphique. C'est les ballons touchés par Younous Moussa en première période. On voit qu'il en touche 20 de 2 et un peu partout sur le terrain et même assez haut, alors que c'est qu'un milieu relayeur box-to-box, disons. Donc il y en a sur le plan dans le camp américain et d'autres dans le camp anglais et on voit qu'ils se baladent. Donc on voit quand même que les Américains sont assez au-dessus des Anglais. Ce qu'on verra aussi en deuxième période avec une nette domination américaine. Aussi petite stat pour montrer la pauvreté du jeu anglais, les Anglais ont tiré que 5 fois à la cage et la première fois qu'ils ont cadré c'est dans le temps additionnel de la première période, 46e minute. Premier match, on n'a pas énormément de temps additionnel, il faut l'avouer. Si on passe à la deuxième mi-temps, on verra quelques graphiques pour parler de l'ensemble du match après. On va avoir des Anglais sous pression pendant une grande partie de la seconde mi-temps et qui vraiment pose question parce que les Anglais, autant sous pression, on n'arrive pas à se dégager. Si on récupère un ballon au bout de 10 secondes, même pas on l'a perdu, il y a un réel problème. Et ça, le problème, il vient du milieu de terrain qui n'arrive pas à reprendre le dessus sur le milieu américain. C'est peut-être aussi le milieu américain qui est plus fort sur ce match que le milieu anglais, avec un énorme pressing, des grosses intensités, et peut-être qui mettent un peu plus d'agressivité aussi, peut-être techniquement aussi, je pense aussi. Bon, malheureusement, ça n'a pas payé côté américain, et voilà. Même quand on voit que les attaquants anglais sont dans les 20-25 mètres anglais, ça pose quand même problème de voir des attaquants venir autant redescendre pour défendre, c'est quand même un sérieux problème. Et puis, quand on a des joueurs comme Bukayo Saka et Raheem Sterling, qu'on n'arrive pas à pouvoir remonter ces ballons avec la vitesse, les qualités de percussion, la technique, on voit qu'ils sont un dedans aussi. Bon, malheureusement, on pensait que ça allait craquer, mais la défense a plié, mais n'a pas rompu. On aurait pensé que ça aurait craqué, mais à la 68e minute, on va voir un double changement anglais, comme ça sur le papier, qui ne va pas non plus réellement, on se dit, montrer que ça va changer quelque chose, puisque c'est du poste pour poste, profil pour profil à peu près. J'ai Grealish, Sterling, et au milieu de terrain aussi, ça va changer un peu la sortie de jeu de Bellingham. Mais même d'ailleurs Grealish qui est un peu moins percutant que Sterling. Et l'Angleterre, avec ce double changement, va sortir la tête sous l'eau. Pas énormément d'explications, ça a même étonné les journalistes et les suiveurs sur le direct et après le match. Et donc voilà. Alors que jusqu'à maintenant, on se disait l'Angleterre va craquer énormément. Sur le corner, c'était de pire en pire. Tout le monde était carrément dans la surface anglaise, il n'y avait personne pour jouer les contre-attaques. Et voilà, cet étonnant double changement qui va permettre à l'Angleterre de sortir un peu, même si ça va être encore calamiteux. D'ailleurs, pour montrer cette nette domination américaine, je vais vous montrer un petit graphique qui montre. Donc sur ce graphique qui montre les 10 joueurs qui se mettent le plus en évidence sur le plan offensif, on voit qu'il n'y a qu'un seul Anglais en la personne de Mason Mount, qui va seulement tirer 2 fois à la cage, qui va être à l'origine d'une seule occasion. Autrement, on n'aura que des Américains. Christian Pulisic, le premier dans cette histoire. Donc on voit que les Anglais sont vraiment en difficulté. Donc on voit aussi que les Américains dominent cette rencontre aussi. Et puis c'est non seulement les joueurs à vocation offensive qui participent à cette domination, mais aussi les joueurs à vocation défensive. On parle d'un milieu box-to-box Moussa qui peut avoir aussi un profil défensif. On parle de Serginho Dest, le défenseur, etc. Donc voilà, tout le monde est impliqué aussi côté américain, il y a un réel collectif et je trouve ça très intéressant, il faut l'avouer. Le football est un sport collectif. Si on regarde un graphique au niveau expected goal, on va voir
quand même que les Américains sont un peu au-dessus et ça va être quand même assez flatteur côté anglais. 0,54 expected goal, 0,61 côté américain. C'est assez flatteur alors que l'Angleterre ne s'est pas créé énormément de situations, voire d'occasions, surtout en seconde période. Donc les amis, regardons aussi un graphique qui montre les temps forts dans ce match et qui prouve une domination assez nette américaine, en tout cas en seconde période. Donc sur la première période, on voit quand même une domination assez équilibrée, sur certains temps forts anglais, puis il va avoir un temps fort américain et inversement, etc. C'est plus sur la seconde période, on va avoir la domination nette américaine, en tout cas jusqu'à la 68e minute. Et puis avec ces changements étonnants de la 68e, on voit que les Anglais reprennent confiance, refont surface. Donc ça prouve bien ce que je disais tout à l'heure, ces changements pas non plus très étonnants, pas non plus spectaculaires, ont quand même changé quelque chose dans ce match parce qu'autrement l'Angleterre aurait peut-être craqué. Les amis, regardons le tableau de bord, c'est tout de suite. Le tableau de bord, alors c'est assez flatteur, la possession est anglaise, 51% de possession de balle, 40 pour les Américains, et puis vous le savez, il y a ces 9% de temps perdu, diront, dans le match. C'est assez intéressant de le voir, de le remarquer. Bon, on était à 9, 8-9 au début de la Coupe du Monde, on est passé à 14 récemment pour cent, et puis on retrouve cette moyenne-là sur ce match-là en tous les cas. Voilà. Donc c'est quand même assez important à un temps assez conséquent. La deuxième partie du tableau de bord, la suite en tous les cas, 8 tirs côté anglais, 10 côté américain, 2 tirs cadrés américains, 3 anglais, alors qu'on en avait qu'un en seconde période. C'est aussi assez flatteur. 6 tirs de chaque côté à l'intérieur de la surface, donc on voit qu'on est quand même assez rentré, qu'on a réussi à se créer quelques situations. Voilà. On a tenté de loin, côté américain, en tous les cas, 4. Et c'est important quand on fait face à une défense assez regroupée derrière qui est en difficulté. Peut-être pas de leur faute, c'était peut-être pas une volonté des Anglais, mais en tous les cas, ils ont été obligés, à force d'être sous pression. Et ben, il faut, pour pouvoir faire sortir, il faut tirer de loin. Ce qui a été fait et ce qui est intéressant, beaucoup d'équipes ne le comprennent pas. En moi, les Américains, il faut les applaudir pour avoir essayé de tenter. La suite sur la discipline, 0 carton, assez propre, je le disais depuis le début de la Coupe du Monde, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul carton rouge. C'était vendredi, si je m'en abuse. Un seul hors-jeu dans le match, ça aussi on n'en voit pas énormément depuis le début de la Coupe du Monde par match des hors-jeux, un seul là. Il y a même eu un match où il y aurait eu normalement 0, mais bon, à cause d'erreurs d'arbitrage, on ne reviendra pas dessus, c'est pas le sujet. Il y en a eu. Bon, côté distribution, 427 passes côté américain, 550 côté anglais. Côté anglais, doit être environ à 88% de passes réussites. Côté américain, un peu moins, 85 dirait-on. 86, voilà. On sait que pour gagner un match, il faut au minimum, en tout cas pour espérer 90. Bon, quand on a 85, 88, 86, ça peut aller. On a quand même tenté beaucoup de centres dans la surface, 16 et 13, alors qu'on a quand même des grands des deux côtés, des tours, comme Maguire qui a été impérial, heureusement en défense, il faut le noter, c'est à noter. Lui qui est souvent critiqué, il a fait un très très bon match. Heureusement pour les Anglais. D'ailleurs, je me demande pourquoi on centre alors qu'il y a des grandes tours, ça sert à rien, vaut mieux essayer de jouer dans les petits espaces, c'est peut-être plus intéressant. Voilà, ça peut aussi mettre en difficulté les tours aussi. Bon, seulement 2 centres réussis côté américain, 4 côté anglais, donc ça montre bien ce que je dis. Les renversements, 9 côté anglais qui sont réussis. On a essayé, c'est intéressant, on en voit beaucoup sur ce début de Coupe du Monde, ce qu'on voit assez rarement tout le long de la saison en championnat. 2 côté américain, il aurait peut-être fallu un peu pour mettre encore plus en difficulté les Anglais. Enfin, la dernière partie du tableau de bord, 7 corners pour les Américains qui en obtenaient tout de suite derrière après en avoir obtenu avec cette pression, comme je disais tout à l'heure, 10 secondes. Et puis les Anglais perdaient le ballon. 3 côté anglais, 15 coups francs côté anglais, 10 côté américain. Et puis voilà. Donc l'homme du match, je fais un petit point à chaque match, c'est important puisqu'il y a un titre qui est remis avec un trophée. Pas de placement de produit dans la vidéo, je ne dirai pas le partenaire. Mais c'est important pour questions statistiques et pour mettre en valeur le joueur qui s'est montré le plus à son aise dans son match et important aussi pour la confiance des joueurs. C'est Christian Pulisic sur ce match-là, malgré que les efforts américains n'ont pas été récompensés du tout. Donc le classement de ce groupe, on a les Anglais tout de même qui sauvent leur première place, 4 points tout seul en tête, l'Iran
Deuxième, 3 points après cet exploit face au Pays de Galles. Le Pays de Galles qui est d'ailleurs dernier, 1 point. Rien n'est fait. Les Américains, 2 points aussi. Bon, certains ne pourront peut-être pas espérer la première place comme les Gallois. Ce serait un peu compliqué, même s'il y a la confrontation directe et pour le goal à virage, c'est un peu plus facile. Mais tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut être éliminé sur ce groupe. Il faut savoir que la seule qualifiée, à l'instant où je vous parle, pour les huitièmes de finale, la seule équipe, c'est le champion du monde entier qui a mis un terme à la malédiction. Donc les amis, les tops et les flops, c'est parti. Premier top, Younous Moussa, le jeune milieu de terrain américain était étincelant. Auteur d'un gros pressing, il s'est aussi énormément projeté vers l'avant, apportant du surnombre sur la cage anglaise. Mais malheureusement, ses efforts n'ont pas été récompensés, la défense anglaise pliant mais ne rompant pas. Tyler Adams, tout comme son compère Younous Mensah, le milieu défensif de Leeds a réalisé une superbe prestation. Étant un véritable poumon, il a étouffé les Anglais durant l'ensemble du match. Et s'est aussi projeté vers l'avant. Malheureusement, ses efforts n'ont pas payé. Raheem Sterling, si habituellement il est le véritable maître à jouer de son équipe, l'ailier des Blues a été transparent jusqu'à sa sortie. Si l'Angleterre a eu des difficultés pour ressortir les ballons et se projeter, la prestation de Raheem Sterling n'y est pas pour rien. Et pour terminer, le dernier flop, c'est le milieu anglais tout court. Oui, alors pourquoi tout court? Parce que c'est vraiment tout le milieu anglais qui a été en difficulté face à l'ensemble du milieu américain. L'ensemble du milieu de terrain anglais est passé complètement à côté de son match. Dominé dans tous les compartiments du jeu, le trio du milieu n'a pas su mettre le pied sur le ballon et remettre son équipe dans l'avancée. Malheureusement, si le milieu est dominé, c'est toute l'équipe qui subira les conséquences. Bien évidemment, quand on n'a plus, les milieux sont là pour distribuer les ballons, pour les récupérer, les remonter. Si là, ils n'y sont pas, ça devient catastrophique et on ne peut rien espérer du tout. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un match à l'odeur de Thanksgiving, je me répète. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et on se dit Kichel Pali, à la prochaine, salut!